Métro, boulot, gynéco. Le micro des gynécos, les podcasts de la GOF. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne podcast du micro des gynécos, une émission spécialisée en gynécologie. Aujourd'hui, nous recevons le docteur Lucia Ruggeri, praticien hospitalier, hématologue spécialisé en hémostase, exerçant depuis plus de 20 ans dans l'unité d'hémostase à la clinique des Hospices de Lyon, et le docteur Gaëlle Duliège, gynécologue médical. Elles sont toutes deux à l'origine du nouveau service à l'hôpital de la Croix-Rousse à Lyon, le premier hôpital de jour multidisciplinaire spécialement dédié aux personnes souffrant de règles abondantes. Léa va les interroger aujourd'hui sur le thème des ménorrhagies. Merci, docteur Ruggeri, docteur Duliège, de nous accorder un petit peu de votre temps aujourd'hui. Donc, on se rencontre pour parler des ménorrhagies, effectivement, dans le cadre de cette ouverture d'hôpital de jour que vous avez réalisée pour la prise en charge des patientes ayant des ménorrhagies. Est-ce que tout d'abord, vous pouvez nous expliquer pourquoi la prise en charge des ménorrhagies est importante ? Alors, je vais donc vous expliquer. Oui, en effet, il est très important de prendre en charge ces ménorrhagies parce qu'elles vont avoir un retentissement physique. L'anémie chronique va entraîner une asthénie chronique. Et comme cette anémie s'installe progressivement, cela peut conduire à des anémies profondes qui nécessitent la transfusion de culoglobulaires, de vénofères, d'hospitalisation. Ces traitements sont parfois à risque avec des complications potentiellement graves et sans bien sûr parler du coût de ces traitements. On sait aussi plus récemment que l'anémie fériprive a aussi des conséquences et peut entraîner des troubles du sommeil. Et puis, ça c'est peut-être quelque chose qui est moins dans les préoccupations actuellement, mais on sait que les ménorrhagies vont avoir un retentissement socio-professionnel, en particulier chez les jeunes filles, un absentéisme scolaire, donc c'est pas du tout à négliger. Et puis enfin, le retentissement psychologique, comme sur la vie sexuelle, doit être pris en compte aussi parce que ça peut être important. Et je voudrais aussi, pour aussi amorcer la discussion, c'est que la première étape finalement de la prise en charge des règles abondantes, ça va être de les identifier, ce qui n'est pas toujours le cas, ni par les femmes, ni par les médecins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord la définition alors des ménorrhagies ? Alors en fait, les ménorrhagies, ça correspond à une hémorragie génitale d'origine utérine qui coïncide avec les règles. Donc, en fait, c'est des règles qui sont anormalement abondantes et ou longues. Donc, c'est différent des métrorragies, parce que les métrorragies sont des saignements qui surviennent en dehors des règles. Et en fait, pour évaluer si des règles sont abondantes, on utilise un score qui s'appelle le score de Ingham, où en fait, on va recueillir le nombre de protections hygiéniques qui vont être peu, moyennement ou très imbibées sur toute la durée des règles, avec la présence éventuelle de caillots. Et ce score calculé, s'il est supérieur à 100 points, va correspondre à des règles de plus de 80 millilitres et donc à des ménorrhagies. Alors en vrai, en pratique, on évalue la durée des règles, le nombre de protections, la durée entre deux changes, et puis on recherche les facteurs de gravité des ménorrhagies, donc la présence de caillots, les débordements nocturnes, l'asthénie, des malaises lors des règles, le retentissement socio-professionnel. Et il faut bien avoir en tête que les ménorrhagies, elles peuvent être isolées ou parfois elles sont associées à d'autres symptômes comme les dysménorrhées, les douleurs de règles. C'est deux symptômes qui sont distincts et qui ont des causes finalement différentes. Parce que quelles sont les causes finalement des ménorrhagies ? Alors en fait, il y a des causes gynécologiques et des causes biologiques. Donc pour les causes gynécologiques, elles sont de deux types. Il y a des causes organiques, ça veut dire qu'elles sont liées à une anomalie utérine qui peut entraîner des saignements. Donc ça va être les myomes, les polypes, l'adénomyose, l'hyperplasie de l'endomètre, le cancer de l'endomètre. Ça, c'est plutôt des pathologies qui sont rares chez les femmes jeunes et qui vont surtout survenir après 30 ans. Et après, dans les causes gynécologiques, on a les causes fonctionnelles qui sont liées à une anovulation ou une dysovulation. Par exemple, par immaturité de l'axe hypothalamo-hypophysaire dans les 2 ans qui suivent les premières règles ou dans le syndrome des ovaires polykystiques où il y a une mauvaise ovulation. En fait, pour rappeler la physiologie, après l'ovulation, l'endomètre il ralentit sa croissance pour se décidualiser en phase lutéale. Et quand il n'y a pas d'ovulation, l'endomètre il poursuit sa croissance sous l'influence des œstrogènes. Du coup, l'endomètre il est très épais et c'est responsable de règles très abondantes. Après, Lucia, je te laisse expliquer les causes biologiques.
Oui, donc parmi les causes biologiques, il y a tout d'abord les déficits en facteurs de coagulation à risque hémorragique, donc les déficits constitutionnels. Dans ces déficits, on distingue 4 grandes catégories par ordre de fréquence. Donc, la maladie de Willebrand, dont les formes biologiques et cliniques sont extrêmement variables. On distingue les déficits quantitatifs type 1 et les déficits complets type 3, des déficits qualitatifs selon l'anomalie fonctionnelle atteinte dans ce type de déficit. On les appelle type 2A, 2B, 2M, 2N. Il y a également l'hémophilie A ou B, qui, bien que cette anomalie soit liée à l'X et atteint plus facilement les hommes, essentiellement les hommes bien sûr, certaines femmes vont être conductrices et donc avoir des déficits mineurs, voire même des formes sévères, et ces femmes-là pourront présenter des ménorragies. Plus rarement, les formes sévères ou homozygotes des autres déficits rares en facteurs de coagulation, par ordre de prévalence, les déficits en facteur 7, en facteur 11, en facteur 2, 5, 10 ou 13. Enfin, encore plus exceptionnel, les anomalies fonctionnelles des plaquettes, les thrombopathies, la plus fréquente, bien que rare, la thrombasthénie de Glanzmann ou le syndrome de Bernard-Soulier. Mais à côté de ces déficits héréditaires, on sait qu'il y a des déficits acquis chez les femmes qui sont sous traitement anticoagulant. Et ces femmes vont d'ailleurs pouvoir présenter souvent des ménorragies secondaires qui vont parfois révéler des maladies gynécologiques. Donc, il faudra y penser, bien sûr, s'il apparaissent des ménorragies. Et de ce fait, quand on est face à une patiente qui présente des ménorragies, quelle prise en charge lui proposer, quel bilan et derrière quel traitement? Alors, peut-être déjà pour commencer par le bilan, la première étape, c'est l'interrogatoire. On recherche les antécédents gynécologiques, antécédents de fibromes, de polypes, est-ce qu'elle a déjà eu des grossesses, les caractéristiques des règles, justement, pour bien évaluer les ménorragies, est-ce qu'il y a une contraception en cours. Et puis après, la première étape du bilan, c'est l'examen clinique gynécologique, il ne faut pas l'oublier, qui notamment va pouvoir rechercher un polype cervical, parce que ça fait partie des causes de ménorragie. Après, éventuellement, la palpation abdominale ou le toucher vaginal peuvent permettre d'orienter sur un utérus qui serait fibromateux. Et ensuite, c'est l'échographie pelvienne qui va bien nous être utile et qui va permettre de retrouver une cause organique, donc les polypes, fibromes, l'adénomiose, l'hyperplasie de l'endomètre ou encore le syndrome des ovaires polykystiques. Après, on va réaliser un bilan biologique pour rechercher une anémie avec la numération de formule sanguine, le dosage de la ferritine. Nous, on fait souvent une TSH pour éliminer les dysthyroïdies parce que ça peut aggraver les ménorragies. Et puis, le bilan hormonal est fréquemment réalisé pour mettre en évidence une hyperœstrogénie. Et puis, en cas de suspicion de ménorragie fonctionnelle sur syndrome des ovaires polykystiques, le bilan hormonal est intéressant. On retrouve, par exemple, la LH qui est augmentée, qui est supérieure à l'FSH, ou la testostérone qui est augmentée. Et après, Lucia, toi, tu réalises un bilan d'hémostase. Alors, le bilan biologique de première intention à prescrire devant des ménorragies ne doit pas se contenter uniquement des tests standards de type TP-TCA, car on sait très bien que dans les formes modérées de déficit et certaines formes de maladies de Willebrand, ces tests peuvent être strictement normaux. Donc, devant des ménorragies, il est important de prescrire ces tests standards, TP, TCA, fibrinogène, mais d'emblée, aller doser les dosages de facteurs 8, 9, 11, qui sont les facteurs de la voie endogène, mais également d'emblée les dosages de facteurs Willebrand activité et antigène. Et pour interpréter finalement ces dosages de facteurs, il est quand même très important d'être à distance de tout cet épisode infectieux qui surestime ces taux. Et éventuellement, de ce fait-là, on passe à côté d'un déficit modéré. Et puis, il faut bien connaître le groupe sanguin puisqu'on sait que les sujets de groupe O vont avoir des taux plus bas. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête quand on fait ces bilans. Et puis, moi, je voudrais aussi insister sur le fait que ce bilan biologique va être d'autant plus pertinent qu'il existe des antécédents hémorragiques personnels et familiaux spontanés ou provoqués, post-chirurgicaux, d'où l'intérêt, comme tu l'as dit Gaëlle, de déjà réaliser un interrogatoire pour rechercher ces signes, éventuellement d'autres signes hémorragiques, épistaxis par exemple. Et puis, donc, ce bilan biologique sera aussi d'autant plus pertinent que les ménorragies apparaissent dès les ménarches et les premières règles, puisqu'on aura on sera dans des situations où il y aura plus éventuellement de troubles de coagulation.
Après, pour le traitement, pour répondre à la question du traitement, il va y avoir 2 types de traitements, un traitement symptomatique, plus ou moins un traitement hormonal. Lucia, tu peux peut-être expliquer le traitement symptomatique? Oui. Donc, en fait, finalement, qu'il y ait ou pas un déficit en facteur de coagulation, c'est vrai que les traitements à proposer seront de toute façon des traitements symptomatiques. Alors, de façon très importante et primordiale est bien sûr le traitement de l'anémie, et surtout s'il y a qu'une ferritine basse. La difficulté avec les traitements par fer, c'est que souvent, il y a des troubles digestifs qui génèrent une difficulté pour les patientes à prendre ces traitements. Donc, il est très important de savoir qu'il y a différentes spécialités pharmaceutiques qu'il faudra proposer. Il est important de traiter l'anémie également pour justement ne pas arriver à ces formes d'anémie sévère justifiant des transfusions. Alors, on associe de façon très fréquente, et ça sans beaucoup de restrictions, donc les traitements par acide tranexamique, les spécialités sont l'Hexacil ou le Spotov. C'est donc un antifibrinolytique et qui se donne à la dose standard de 1 gramme 3 fois par jour sur toute la durée des règles abondantes. Il ne faut pas avoir peur de ce traitement car il y a très peu de contre-indications en dehors de l'épilepsie, bien sûr des antécédents thrombotiques artériels et ou veineux qui feront éventuellement discuter de l'indication de ce traitement. Mais ça, ce sont des situations assez rares. Par contre, Gaëlle, je te laisse donc développer les différents traitements hormonaux que l'on peut proposer. Alors oui, donc l'intérêt du traitement hormonal, en fait, il réside dans le contrôle de l'endomètre. Donc le traitement, il va dépendre de la cause des ménorragies, mais aussi de l'âge de la patiente, des contre-indications éventuelles, notamment aux œstrogènes, en cas de migraine, tabac, facteurs de risque cardiovasculaire, de la tolérance des contraceptions antérieures et puis de l'efficacité de ces contraceptions sur les ménorragies. Et puis on va tenir compte, bien sûr, du souhait de la patiente. En gros, en cas de projet de grossesse, on va prescrire un traitement progestatif pur, non contraceptif, par progestérone, 12 jours par mois. C'est du faston qu'on prescrit. Il faut juste savoir qu'il est peu atrophiant et que parfois, ce n'est pas suffisant pour traiter les héménorragies. Les autres traitements hormonaux, ils vont être contraceptifs. Classiquement, on prescrit des contraceptions œstroprogestatives en première intention, surtout aux femmes jeunes, quand il n'y a pas de contre-indication, parce que c'est des contraceptions qui sont bien tolérées. Alors, la dose d'éthényl-estradiol peut varier et peut permettre un meilleur contrôle endométrial en augmentant la dose. Parfois, on peut utiliser des contraceptions à base d'œstradiol qui freinent davantage les ménorragies en cas d'échec sous éthényl-estradiol ou en cas de mauvaise tolérance. Et puis, il faut choisir le progestatif qu'on associe, plus ou moins atrophiant, en fonction de l'efficacité de la contraception. Puis, il faut savoir que la prise de ces contraceptions œstroprogestatives, elle peut se faire en discontinu, 21 jours sur 28 avec des règles, ou alors en continu pour essayer d'induire une aménorrhée. Alors, le principal risque de faire ça, finalement, c'est l'apparition de spotting au long cours et la patiente peut être un peu embêtée. Les alternatives aux œstroprogestatifs, c'est les progestatifs seuls, qui sont intéressants notamment quand il y a des contre-indications aux œstrogènes et particulièrement en cas d'antécédent thromboembolique. Alors, les microprogestatifs, il faut savoir qu'ils sont quand même assez souvent responsables de métrorragie ou de spotting, même s'il y en aurait un peu moins sous drospirénone, c'est Slinda. L'implant à l'étonorgestrel, il peut être proposé, mais il y a quand même un tiers de métrorragies qui sont rapportées et il est vraiment non recommandé chez la patiente qui a des troubles de la coagulation. Ce qui est intéressant comme traitement hormonal, c'est le dispositif intra-utérin au lévonorgestrel, notamment celui dosé à 52 mg, c'est le Mirena. Il est de bonne indication en cas de cause organique utérine, notamment pour l'adénomiose, et il est aussi particulièrement recommandé quand il y a des troubles de l'hémostase. Alors, il faut bien expliquer les modalités de pose, son principe d'action, parce qu'en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui restent très réticentes à la mise en place d'un corps étranger. L'aménorrhée attendue, elle peut parfois inquiéter certaines femmes. Ça, c'est valable aussi avec les autres traitements progestatifs. Et du coup, il faut savoir expliquer son origine, expliquer qu'on induit une atrophie de l'endomètre et que c'est comme ça qu'on traite l'héménorragie. Après, dans les autres traitements progestatifs, on a le Dienogest, qui est un macro-progestatif, on est classé un peu à part. Il est intéressant parce qu'il est très atrophiant au niveau de l'endomètre, donc il induit facilement une aménorrhée. Il n'est pas soumis au risque de méningiome, contrairement aux autres macroprogestatifs comme le luténil ou le luthéran. Ceux-là, ils peuvent être envisagés en cas d'échec des autres traitements hormonaux et dans le respect de l'information sur le risque de méningiome avec la surveillance par IRM cérébrale qui est recommandée par l'ANSM.
Et peut-être qu'on peut préciser quelque chose, Lucia, c'est les particularités des ménorragies chez les femmes qui sont sous anticoagulants. Oui, en effet, les femmes qui sont sous anticoagulants pour différentes indications, valve cardiaque, antécédents thrombotiques veineux et ou artériels, on parle plutôt des traitements au long cours, bien sûr. Comme je l'ai dit, donc elles peuvent présenter des ménorragies qui peuvent révéler des maladies gynécologiques, d'où l'importance de première intention vraiment de réaliser une échographie pelvienne assez rapidement. Mais c'est vrai que dans ce cas de ces femmes, la prise en charge, finalement, elle va être plus complexe. D'une part, parce que les traitements mono doivent être adaptés aux antécédents thrombotiques. Et comme tu l'as dit, il n'y a pas de contre-indication au progestatif pur, même en cas d'antécédents thromboemboliques, même récents d'ailleurs. Par contre, il faut se poser la question de l'acide tranexamique. Il n'y a pas de réelle recommandation, donc je pense qu'il faut être prudent. Ça peut se discuter au cas par cas, mais éventuellement ne pas le proposer en première intention. Dans tous les cas, devant l'apparition de ménorragie sans cause éventuellement gynécologique, il faudra vraiment rediscuter de l'indication de ces traitements long cours qui sont parfois pas réévalués. Quel type de molécules, on a actuellement beaucoup plus d'options que précédemment avec les antivitamines K, et les posologies à proposer. Il y a actuellement de nouvelles propositions et de plus de connaissances sur les traitements à proposer. Et en tout cas, chez ces femmes-là, il est important de pouvoir réfléchir de façon multidisciplinaire pour ne pas trouver éventuellement des solutions à ces ménorragies. Et après, je rajoute quelque chose, parce que là, on a parlé des traitements médicaux, mais bien sûr, quand il y a une cause gynécologique organique, on n'en a pas parlé, mais quand il y a un fibrome, quand il y a un polype, quand il y a une hyperplasie de l'endomètre, il y a bien sûr le traitement de la cause en première intention, qui est parfois un traitement chirurgical. On a des myomectomies, on a des hystéroscopies avec curetage de l'endomètre, résection de polypes. Donc bien sûr, quand il y a ces causes qui sont identifiées, le traitement peut être chirurgical en premier et parfois complété justement par les traitements hormonaux pour éviter les récidives de ménorragie. Merci. Et vous avez donc créé un hôpital de jour pour la prise en charge de ces patientes atteintes de ménorragie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu en quoi consiste cet hôpital de jour ? Nous avons pensé avec Gaëlle une structure justement multidisciplinaire avec l'idée de pouvoir associer de façon immédiate, dans un parcours relativement court, justement, finalement, le diagnostic et l'élimination des différentes causes de ménorragie. Donc, ça va être… alors, en première intention, on a voulu on a un portail d'accès pour que les femmes puissent, à la demande de leur médecin traitant, gynécologue, prendre rendez-vous. Et puis, on appelle ça un hôpital de jour, mais finalement, c'est un parcours de soins sur une durée de 3 heures. En tout cas, elles vont avoir la possibilité d'avoir un bilan sanguin, d'emblée à la recherche de troubles de coagulation. Gaëlle pourra développer donc un examen gynécologique, une échographie pelvienne et une consultation spécialisée avec un hématologue. Avec l'idée, et finalement c'est ce qu'on observe depuis la mise en place de cet hôpital de jour, on essaye en tout cas d'avoir vraiment un traitement le plus individuel possible pour chaque femme par rapport aux différentes options que l'on a proposées, le traitement de la carence martiale, le traitement par antifibrinolytique, le traitement hormonal. Une fois qu'on a éliminé le traitement chirurgical, s'il n'y a pas de cause gynécologique, eh bien de proposer des traitements, en tout cas une stratégie thérapeutique adaptée à chaque femme, avec aussi l'idée que cette stratégie soit évolutive dans le temps. On espère pouvoir les réévaluer au bout de 6 mois, 1 an, pour voir si ce qu'on a proposé était adapté à leur symptomatologie, à ce qu'elles souhaitaient. Je préciserai qu'en effet, l'intérêt, c'est que tout le bilan est fait sur la demi-journée, sur les 3 heures, à la fois la prise de sang, l'échographie pelvienne, la consultation gynécologie et la consultation d'hémostase. Donc, c'est l'intérêt pour les patientes qui parfois vont avoir de nombreuses consultations finalement avant de venir nous voir parce qu'elles vont d'abord en parler à leur médecin traitant, à leur sage-femme, puis le temps qu'on leur prescrive une écho, puis peut-être qu'elles fassent une prise de sang, qu'elles reprennent rendez-vous. Donc voilà, là, l'intérêt, c'est de pouvoir leur faire le bilan et la prise en charge de ces règles hémorragiques sur les 3 heures où elles sont présentes à l'hôpital. Merci à tous de nous avoir écoutés aujourd'hui.
Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Vous retrouverez toutes les ressources et références de ce podcast dans la description et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lui accorder 5 étoiles, voire même à en parler autour de vous. Métro, boulot, gynéco.